Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout premier numéro de la saison de Oui Amazon. Ce soir, à Cap au Brésil, dans le nord-est du pays, se cache un écrin naturel. L'île de Marajo, ce bout de terre ressemble à la Guyane sur bien des points. Ses atouts naturels, culturels sont aujourd'hui des produits touristiques qui attirent aussi bien une clientèle européenne, asiatique que des touristes brésiliens. L'occasion pour nous de nous pencher sur la politique touristique chez nous. Pour en parler, Alex Madeleine, président du Comité du tourisme de la Guyane, Linda Donatien, chef du service tourisme à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, et enfin Franz Fabien, responsable d'un site internet de référencement touristique. Quels sont les freins et les perspectives, mais surtout les fonds de développement alloués pour ce secteur qui pourrait créer jusqu'à 9000 emplois directs et indirects. Mais juste avant ce grand débat, Marajo, l'authentique, un magazine de 26 minutes réalisé avec Martial Grit. On se retrouve juste après. Belém et son magnétique vélo Peso, reconnaissable à sa structure métallique, importé d'Europe il y a plus d'un siècle. Dans le plus grand marché ouvert d'Amérique latine, l'Amazonie s'offre en abondance. Ici, se vendent plusieurs dizaines de variétés de poissons. Un fascinant mélange de couleurs, combiné aux fruits de saison et autres plantes médicinales, parfumant les étals. Le caractère de la ville se reflète dans cet espace vivant où la tradition et la culture du peuple du nord du Brésil se dévoilent au grand jour. La capitale de l'État du Pará sera notre sésame. Une porte d'entrée pour explorer les profondeurs de l'Amazone. L'aventure débute au petit matin, à la gare fluviale de Belém. Installée dans les anciens docks industriels, c'est le point de départ des voyageurs. La majorité souhaite rejoindre Marajo, la plus importante île fluviale au monde, à 90 km de là. Une destination dépaysante pour cette Brésilienne habituée des métropoles. Je suis du Brésil, je viens du sud du pays. C'est ma première fois dans l'état du Pará. Et pour Marajo également, c'est fabuleux. J'ai lu qu'il y avait des animaux, de la nature. Tout est beau et c'est pour ça que j'y vais. Des touristes qui se mêlent aux habitants de Marajo, impatients de retrouver leur bout de terre. Ça fait 20 ans que j'habite là-bas. Mon mari a fait le Cirio. C'est là que je l'ai rencontré et depuis je suis restée. Ma mère et mes amis sont là-bas, donc j'y vais en quelque sorte pour les voir, en moyenne une fois par mois. C'est un endroit plein de charme, il y a des chevaux et des buffles un peu partout. Ça fait très naturel et j'adore. C'est un endroit très intéressant à connaître. Une fois par jour, le ferry ou un bateau rapide relie le continent à l'archipel. Pour 48 réals, soit 10 €, nous embarquons dans une des navettes. Capacité d'accueil, jusqu'à 250 passagers, dans un confort optimal. Nous mettons cap au nord, sur la baie de Guaraja. La traversée se fait sans encombre, sous l'œil averti du commandant de bord. La navigation n'est pas difficile, au contraire, elle est très bien. Le matin, c'est mieux pour pouvoir naviguer, tout dépend de l'endroit où tu vas. Si tu veux traverser la baie de Marajo, il vaut mieux y aller le matin parce que l'après-midi, il y a trop de vagues. Marajo baigne dans le vaste delta, formé par les fleuves Amazone et Tocantins, face à l'Atlantique. La moitié orientale de l'île est occupée par l'homme, l'autre est restée à l'état sauvage, recouverte d'épaisses forêts. L'archipel compte 3 grandes villes, Soré, Salvaterra et Camara. Après 2h30 de bateau,
Nous arrivons à Sorey. À peine posé le pied, et déjà un avant-goût du patrimoine. L'atmosphère est singulière, entre quiétude et simplicité de vie. À Marajo, même les horloges perdent la notion du temps. C'est un peu la capitale de cet archipel de Marajo. Marajo, une île de 50 000 km², c'est pratiquement 60% de notre territoire guyanais. Ici vivent près de 300 000 habitants et autant de buffles. C'est l'animal emblématique de cette région du nord du Brésil. Le buffle serait arrivé sur l'île à la nage, suite au naufrage d'un navire français qui se dirigeait vers la Guyane. Aujourd'hui, on en croise à chaque coin de rue, en semi-liberté. L'animal fait office de 4x4 local pour le transport des marchandises et des personnes. Mais il peut se montrer têtu. Le dompter n'est pas chose facile. Malgré ses années d'expérience, ce dresseur de buffles reste sur ses gardes. Ils sont très méchants. On peut prendre du temps pour les domestiquer. Si les buffles savaient la force qu'ils avaient, nous n'aurions pas pu les approcher. Son imposante carrure, un atout de dissuasion pour la police militaire qui dispose d'une unité spéciale montée à dos de buffle. Une brigade unique au monde, créée il y a 27 ans pour lutter contre le vol de bétail. Les agents apprivoisent leurs montures quand elles sont encore jeunes. Des buffles de la race des Carabao, identifiables par leurs cornes. Ce n'est pas comme le cheval. Le buffle, c'est difficile à manœuvrer. Ici, il y a 4 types de races. Et nous optons pour le Carabao, car il est plus fort et une meilleure posture pour les sites marécageux. Chacun a son buffle. C'est le mien, c'est celui du sergent Dalinou, l'autre de Carlos. On ne change pas de buffle. On travaille à Sorey et on patrouille 4 à 5 fois par semaine. Sur l'île, on dénombre plus de 600 000 buffles. L'économie s'est structurée autour de l'élevage à grande échelle dans les fazendas. Sa viande, très appréciée par les insulaires, est également exportée vers les autres États du pays. Rien ne se perd. Le lait sert aussi à la préparation du fromage. Dans cet atelier de transformation, tout est une question de tradition. Un principe de fabrication martelé par le responsable de la production. Aroldo insiste, pour avoir un bon fromage, il faut le faire avec amour. Notre production passe de génération en génération. Ça a commencé avec notre arrière-grand-père, notre grand-mère, puis notre père. Aujourd'hui, on est la 4e génération. Moi, j'ai appris avec mon père à manipuler la pâte, le lait et la crème, et ainsi, ça passe de père en fils. Notre fromage, on essaie de maintenir la recette initiale. De nos jours, en général, on rajoute des condiments dans le fromage, mais nous, on veut garder la saveur et la texture de nos pères et arrière-grands-parents, celles qui nous ont transmises. La transmission des savoirs pour reproduire les mêmes gestes, au détail près. Sur cette selle en peau de buffle, c'est un véritable travail de précision. Avant d'obtenir ce résultat, le processus peut être long. Il faut d'abord gratter la peau de buffle.
Je retire tous les poils, puis je retourne l'autre face pour enlever l'excès de gras de viande, pour avoir uniquement le cuir. L'étape suivante, c'est de laver le cuir avec de l'eau propre pour retirer les résidus, et ça part ensuite pour la coloration, qui est faite avec de l'écorce de mangrove, casca de mango. C'est une teinture naturelle. Au bout de 2 mois, le cuir devient totalement malléable, laissant cours au talent. C'est ici que la majorité des bateaux accostent. La pêche fait partie des 3 piliers de l'économie locale. Une pêche encore artisanale. Juste derrière moi, des hommes se préparent pour une expédition de plusieurs jours dans la baie de Marajo. Beaucoup d'entre eux ont appris les techniques de pêche alors qu'ils n'étaient qu'enfants. Comme celle de l'épervier et dans les filets, des poissons d'eau douce aux sonorités amazoniennes. Traíra, Jeju, Tamoatá, Anujá, Piranha. Ça a beaucoup changé, car avant, il y avait plus de poissons dans la baie. Mais ces jours-ci, il y en a de moins en moins. L'eau, une composante centrale de l'écosystème de Marajo. 6 mois dans l'année, la moitié de l'île est inondée, abritant une faune diversifiée. Pour l'observer, nous traversons le bucolique village de pêcheurs de Séou, le tout premier de l'île, juxtaposé à la réserve naturelle maritime de Soré. Là-bas, nous retrouvons notre guide, Redilson. Profondément enraciné à sa terre, il sera nos yeux durant toute notre expédition. Vous pouvez voir les bigouas, c'est une sorte de cormorans. Donc il vient à ce moment-là parce qu'il y a beaucoup des bancs, des poissons, des petits poissons. Nous sommes dans les igarapés, qui sont des bras des fleuves. Donc nous allons entrer une espèce de raccourci maintenant. C'était un passage dans le mangrove. C'est surtout pour ces paysages de mangroves que les touristes viennent à Marajo. Marajo a su garder une nature vierge, protégée. Ici, pas moins de 360 espèces d'oiseaux, des oiseaux qui côtoient des singes, des cabiailles ou encore des crabes de mangrove, très appréciés dans cette partie du Brésil. La mangrove est considérée comme un sanctuaire. Un rempart naturel pour protéger l'île de l'avancée de la mer. Dans ces eaux saumâtres, les crabes y trouvent un repère idéal en période de reproduction. Nous pouvons pêcher le crabe, le corvette, mais c'est un peu contrôlé. Là, le crabe, il y en a une période qui la reproduction, tu ne peux pas pêcher. Donc c'était interdit la pêche, justement le période qui peut faire la reproduction. L'imitation de cris de primates produit immédiatement son effet. C'est un petit singe qui souvent nous voit dans cette région-là parce que le mangrove, mais il y en a des fruits. Il mange des petits insectes là maintenant. Marajó, ilha barreira do mar. A lua é o teu diadema, o sol é o teu esplendor, os verdes das tuas campinas, o rio Paracauari, a nossa terra querida, meus parabéns para ti. Vou velejando, passeando de canoa, olho o vento pela proa, eu gosto de navegar. E nas campinas eu monto no meu cavalo, com a corda na garupa, o meu boi eu vou laçar. Pour préserver cet environnement, le tourisme de masse est contenu. Sur l'île, pas de grands complexes, à peine 2 hôtels. Ce sont surtout des chambres d'hôtes à taille humaine, appelées pousada. Au Conto de Frances, on parle aussi bien portugais que français. La structure de 10 chambres est tenue par une franco-brésilienne. Cette maison familiale, teintée d'artisanat local, est l'idée de sa grand-mère native de Marajo. Les souvenirs d'enfance
n'ont jamais quitté la demeure. Ça, c'est la chambre Camille. Voilà, c'est la chambre de ma petite sœur et qui est devenue donc une chambre d'accueil. On essaye de garder l'idée de recevoir les gens chez nous. Voilà, donc on est content quand les personnes disent en fait on a eu l'impression d'être chez vous. Et c'est ce qu'on essaye de garder. En fonction des périodes de l'année, la physionomie de la clientèle change. Pendant le mois d'août, quelques Brésiliens du sud du pays se laissent tenter par cette escapade. Nous sommes de São Paulo, Brésil. Nous sommes ici pour la première fois. Surtout les contacts avec la nature, les personnes, la culinaire. Oui, parce que c'est un endroit un peu exotique, même pour nous, Brésiliens. Alors je pense qu'il faut connaître, il faut... Le Brésil, c'est un grand pays. Mais oui, il y a des choses à connaître toujours, alors c'est pour ça que nous sommes ici. J'ai été invitée à Marajó par une connaissance, Marco, que j'ai connu à Natal, un autre paradis du Brésil. J'ai été enchantée. Ici, c'est un lieu avec des buffles et c'est de toute beauté. Juillet, c'est un mois où on est plein 2 mois, 3 mois à l'avance. Voilà, on commence déjà à refuser des réserves. Et après, donc c'est un mois plein, mais de Brésiliens, donc de personnes qui viennent essentiellement pour la plage, beaucoup de familles. C'est un mois de vacances au Brésil. Après, on a le mois d'août, qui est un mois fort en tourisme international. Après septembre, voilà, un mois moyen. En octobre, on redémarre de plein feu à cause du Serio. Donc on a vraiment un très bon mois. Novembre, voilà, on a plus ou moins de touristes. Et après décembre, un mois un peu plus difficile. Puis ça redémarre, on a un très très bon mois aussi en janvier. Pour nous, la découverte se poursuit. Au plus chaud de l'après-midi, nous visitons une fazenda de 50 000 hectares, typique de la région. Ces ranchs sont réputés pour leurs mangroves et lagunes. Un territoire où convergent différentes espèces en quête de nourriture et de fraîcheur. Redilson est déjà en alerte. Il repère une famille de cabiailles. Ce sont des bêtes qui nous avaient beaucoup ici. C'est la région des marécages, ils l'aiment bien, à côté de l'eau comme ça. Donc les gabiailles, ils sont de la famille des rangeaux. C'est le plus gros rangeau du monde. Et là, ici, ils mangent de l'herbe. Ils sortent pour manger dans la savane comme ça. Maintenant, tous les animaux ici, cette région, c'est protégé. Donc ici, c'est interdit la chasse. Tu ne peux pas chasser, même si c'était un autre animal, c'était interdit. La suite de l'observation se fait en marchant, des kilomètres et des kilomètres, à décrypter le moindre mouvement d'animaux. Nous voit l'oiseau qui s'appelle cigane. Cigane, c'était préhistorique, là, et ils sont ruminants. C'est comme les vaches. C'est un peu différent comme l'oiseau, mais c'était comme ça, de l'eau stagnante et la végétation basse. Donc ça a permis la cigane de se déplacer sur les arbres parce qu'il ne s'est pas volé assez haut, comme les oiseaux normaux, quotidiens. Pour nous, c'était très particulier, cet oiseau-là. Les marécages, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui, seulement la nature peut vous expliquer ça, qui toujours, toute l'année, il revient la nouvelle génération, que je peux dire comme ça, parce qu'il y a une période qui était très sec, tu penses qu'il n'y a pas des espèces vivantes. Mais quand il pleut, à partir de janvier, là ça recommence la vie sauvage. En levant un peu plus haut la tête, des ibis rouges se donnent en spectacle avec grâce.
Le soleil se couche lentement sur la fazenda, laissant place maintenant aux animaux de nuit. Du silence à la fanfare enivrante de Marajo, surprise en pleine répétition pour la fête nationale brésilienne. Au détour d'une seconde ruelle, le rythme entraînant du carimbo. Une danse classée au patrimoine culturel national du Brésil. En gardienne de la tradition, la maîtresse des lieux veille à transmettre cet héritage culturel. Le carimbo est une musique d'origine africaine. C'est un rythme chaud qui bouge. Ça fait bouger tout le monde. Il n'y a pas d'âge. C'est une musique qui est très contagieuse. Peu importe l'événement, on danse. Ça peut être un anniversaire, pour fêter des réunions quand on reçoit des visites de l'extérieur, des visites importantes, le carimbo est présent. Je me sens très joyeuse de savoir que ça passe de génération en génération pour ne pas laisser disparaître. Des mises en scène pour raconter les mythes autour du cobra ou du boto, un dauphin de la région. Mais ce soir, c'est le loudou qui fait l'unanimité. Un jeu de séduction entre deux êtres. L'histoire ne dit pas si les premiers habitants de l'île, les Indiens de la nation Arhuas, la pratiquaient. En revanche, ils ont laissé des traces de leur passage, remontant à 3000 ans. L'autre facette de la culture de Marajo s'exprime à travers un art ancestral, la poterie, héritée des Indiens qui peuplaient autrefois l'île de Marajo. Dans cet atelier, Ronaldo fait vivre cette tradition. L'artiste passe des heures à modeler à la main l'argile prélevée dans les mangroves. Un contact direct avec la matière. On utilise certaines techniques que l'on considère très importantes. Ce sont les formes des dessins géométriques et les pigments naturels des pierres utilisées pour peindre des céramiques. Ce sont deux prérequis importants pour sauvegarder le patrimoine de la culture de céramique de Marajo. On utilise les références ancestrales de la production avec les dessins et les pigmentations et parfois on l'associe au style de l'artiste actuel. Le tout est mélangé, connecté avec l'histoire du lieu. Je fais une étape de la production de la céramique qui consiste à modeler en tournant. Le moulage va subir la chaleur du four traditionnel avant d'être soigneusement recouvert de peinture. Ses petites mains apporteront la touche finale, des graphiques dessinés avec minutie. La pièce doit être ainsi. Il faut qu'elle soit bien sèche. Elle est superbe pour faire des dessins. Il faut de la patience et de l'habilité, beaucoup de patience pour obtenir un bon dessin. Si tu n'as pas de patience, tu n'obtiens rien. J'ai passé l'après-midi et j'ai pu dessiner cela, mais tu peux en faire davantage. Marajo l'envoûtante n'en finit pas de nous subjuguer. L'île joue sa dernière carte. Des plages de sable blanc, sauvages, au panorama quasi lunaire. La légende raconte que les dieux ont placé l'archipel pour défier les caprices de la mer. Un bouclier face à l'océan
qui résiste toujours et encore à l'assaut des marées. Cette résilience a permis à Marajo de garder son authenticité. Entre mangroves, savanes et plages, la nature exubérante a façonné bien plus qu'un territoire. Elle a touché les habitants de leur âme. Para poder contemplar bancada de chuva pesada que cai em noite de lua, casa inundada no choque, mama no meio da rua, bancada de chuva pesada que cai em noite de lua e a cigarra anuncia cantiga. Et voilà pour ce magazine tourné en août dernier. Alors on se croirait presque en Guyane, du point de vue de la nature notamment, paysage quasi similaire, même faune, même flore. Pourtant, Marajo semble réussir là où nous peinons quelque peu. Est-ce un modèle inspirant? C'est la question que nous posons à nos trois invités. Alors sur le plateau, Alex Madeleine, président du comité du tourisme de la Guyane, bonsoir. Bonsoir. Linda Donatien, chef du service de tourisme à la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, bonsoir. Et enfin Franz Fabien, responsable d'un site web de référencement touristique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Madeleine, Marajo, est-ce un bon exemple? Un bon exemple, je serais tenté de dire oui. Sauf que bon, nous, en Guyane, on a effectivement ces atouts touristiques chez nous. Et j'en veux pour preuve, la biodiversité. Nous avons l'or vert, l'or bleu, la nature, cette richesse naturelle. Nous avons également cette faune, cette flore. Nous avons également le patrimoine culturel, on a également le spatial, nous avons notre culture. Donc on a tout finalement pour réussir. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Cet accueil également qui est chaleureux en Guyane. Alors oui, mais alors pourquoi on n'y arrive pas? Quels sont les freins, Linda Donatien? Alors tout d'abord, je dirais que quelque part, moi je ne prendrais pas forcément l'île de Marajo comme un exemple, je dirais peut-être que nous sommes mieux. Parce que finalement, en plus d'avoir tout ça, nous avons quand même aussi une situation sanitaire qui est un petit peu meilleure, on va dire. C'est un peu la plus-value. Oui, c'est ce pourquoi vraiment on peut tabler. C'est l'une des plus-values par rapport à ce type de produit, parce que la mangrove, nous l'avons. Ce que nous n'avons pas, à contrario avec eux, c'est peut-être la valorisation sur la partie cuir, tannerie, mais tout le reste, vous pouvez le faire en Guyane. Alors, on a deux freins, bien évidemment. Si on devait faire une comparaison, ce sont les prix, tout simplement. Parce que vous rejoignez ce constat, Franz Fabien? Vous qui voyagez pas mal au Brésil. C'est vrai. Alors, ce reportage-là, il m'inspire. Enfin, j'aime beaucoup ce qui est fait. On aurait pu croire qu'on est en Guyane. On retrouve la même flore, la même faune. Mais c'est vrai que ce qu'on retrouve là-bas, on le retrouve également ici. Mais j'aurais aimé que... En Guyane, ce sont un peu plus poussés, en fait. Plus poussés. Ouais. Alors, finalement, puisque Marajo, quand même, tout semble structuré. Une fois que les touristes arrivent, ils vont dans un hôtel, ils vont dans les poussadas, il y a des filières qui sont organisées. Est-ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui en Guyane? Est-ce qu'on le fait en Guyane? Oui, moi je peux vous confirmer qu'effectivement les filières sont organisées. Ce qui manque effectivement, c'est peut-être de l'amélioration, en tout cas en termes de, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de tarifs, on n'est pas compétitif par rapport à eux, mais en tout cas nous avons une structuration. Un touriste qui viendrait pour découvrir que ce soit la mangrove ou ce qu'on vient de voir, aller dans une ferme, découvrir de l'élevage ou visiter, il s'adresse à un réceptif. Notre organisation française, européenne, elle est un petit peu différente. On s'adresse auprès d'un réceptif qui vous propose tout ça. Alors, est-ce que c'est un épiphénomène ou véritablement on peut se dire que sur l'ensemble de la Guyane, on arrive à le faire? Est-ce que ça n'émane pas finalement que de certains comités du tourisme? On sait que l'Office du tourisme de Maripasoula, notamment de Saint-Laurent-du-Maroni, très actif. Est-ce que ce n'est pas simplement un épiphénomène, cette structuration?
Non, nous avons des agences réceptives, nous avons tout ce qu'il faut. Enfin, véritablement, je pense que le président Madeleine me rejoindra là-dessus, nous avons la même chaîne d'opérateurs, si ce n'est que dans l'organisation au Brésil, lorsque vous arrivez sur le territoire, vous vous adressez effectivement systématiquement auprès d'un guide et ensuite vous passez auprès d'une agence de voyage plutôt chez eux, alors que nous, on a tendance à rentrer par l'agence réceptive. Mais nous avons le même type de structuration. Par contre, là où il y a vraiment, je pense, une grosse différence entre la Guyane et ce que vous venez de nous montrer, c'est tout simplement la liberté qu'ils ont de pouvoir exploiter l'eau, de pouvoir exploiter la pêche très librement. On a vu un port qui était un petit peu, pour moi, de bric-à-brac, ce qu'on ne pourrait pas faire ici. Alors, mais finalement, quand on voit Marajo, on arrive quand même à tout valoriser, même la culture. Je prends l'exemple du carnaval, par exemple. Le carnaval, pas de package uniquement pour le carnaval. On n'a pas de guide pour le carnaval, pas de musée du carnaval. Là, ça pêche aussi quelque part. Franz Fabien ? Le fait qu'il n'y ait pas de musée ? Le fait qu'il n'y ait pas de musée, le fait qu'il n'y ait pas de structuration autour de cet élément culturel qu'est le carnaval, quand même. Alors, le carnaval, c'est... Après, ce qu'il faudrait savoir, c'est ce que rapporte le carnaval au final. Puisque le carnaval, il dure 2 à 3 mois. Un musée du carnaval, je crois qu'il en existe un. Mais effectivement, est-ce que, lorsqu'on arrive en Guyane, est-ce qu'on voit vraiment que c'est une ville, c'est un pays de carnaval? Est-ce qu'il y a vraiment une communication qui est faite dessus? Mais c'est vrai que le carnaval, c'est un carnaval qui est très beau. Et on aurait pu mieux le valoriser quelque part. Mieux valoriser le carnaval, Alex Madeleine. Comment mieux valoriser notre carnaval? Je dirais qu'on peut beaucoup mieux faire. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le carnaval est organisé et géré par l'Union du carnaval. Aujourd'hui, il y a une nouvelle collectivité qui est en marche depuis 2016. Elle s'efforce par le biais de Mme Chalco-Lefebvre de mettre en œuvre, de coordonner tous ces acteurs de manière avec nous, comité du tourisme et les municipalités, pour voir de quelle manière on arrive à organiser cette filière carnaval pour pouvoir mettre un package et avoir ce package. Mais je vous rappelle que nous, comité du tourisme, nous mettons en place avec les compagnies aériennes, nous faisons des promotions vers les Antilles, sur le marché antillais, pour attirer donc pour le carnaval, on mise sur le marché antillais, quelque part. Oui, parce que on a, selon les statistiques que nous avons, on sait qu'on a quand même 10% de ce marché antillais qui viennent pour la dernière ligne droite du carnaval. Alors, on connaît bien le potentiel de la Guyane. Tourisme vert, c'est très tendance. En plus, on est en Europe. Mais dans quel état se trouvent concrètement les produits touristiques déjà existants? Je veux parler des criques, des plages. Concrètement, vous allez sur le terrain, Franz Fabien, pour recenser tous vos sites. Votre constat? C'est ça. Alors, c'est quelque chose qu'on a commencé en 2011, à référencer les bons coins à visiter en Guyane. Et c'est vrai qu'il y a un vrai manquement à ce niveau, c'est-à-dire à l'aménagement des sites. On peut prendre un site que tout le monde connaît, Fourgassier, qui est aujourd'hui en désuétude. On aurait bien aimé également, c'est le retour que j'ai, qu'il y ait des accès plus faciles. Je pense à notamment un site comme les Chutes Voltaire, où au préalable, on est obligé de un petit peu chercher l'état de la piste, comment elle est, chercher... On peut parler de la piste de Petit-Saut aussi. Oui, tout à fait. Mais là encore, on revient sur le même problème. C'est-à-dire qu'il y a bien des opérateurs qui sont prêts à exploiter tout ce potentiel, mais il y a un problème d'infrastructure, tout simplement. Il y a un problème pas d'organisation, mais d'équipements publics qui sont manquants, qui font que là, vous aviez de très beaux bateaux qui amenaient sur, 20 minutes. Mais nous, on a aussi ce type de produit, mais l'accès est forcément difficile. Les conditions de transport, nous avons d'autres règles qui imposent que si un opérateur s'installe, il faut qu'il soit à même d'accumuler les surcoûts supplémentaires que vont lui imposer la réglementation. Un manquement d'équipement, tout ça coûte, bien évidemment. Le dernier schéma régional de développement du tourisme va arriver à sa fin. Il y avait de grandes ambitions, notamment axées sur les fameux éco-lodges avec ce logo, on va dire, Terre d'Amazonie, toujours rien. Alex Madeleine, il y a la réalité des chiffres, la réalité des investissements. Est-ce qu'on peut se demander aujourd'hui si le développement du tourisme est une vraie priorité en Guyane? Oui.
C'est une priorité en Guyane et surtout pour la collectivité territoriale. Je rappelle qu'il y a un schéma régional du tourisme que nous sommes en train de réviser et qui sera restitué à la fin du mois de février. C'est un schéma, je rappelle, qui a vu le jour en 2014 et qui court sur 10 ans, donc en 2024. Il faudrait 75 millions d'euros pour attraper le financement. On est loin, on est très loin des 75 millions d'euros sur 7 ans. Oui, mais je vous rappelle que, vous savez, les difficultés, et bon, je ne voudrais même pas en parler, parce que pour moi, il faut positiver. Aujourd'hui, la Guyane, c'est, depuis 5 ans, à une progression de 1,1% de son tourisme. Cela prouve à l'évidence qu'aujourd'hui, nous sommes à plus de 12% du PIB et que demain, le tourisme aura vraiment sa place dans l'économie locale. Alors demain, il faut aller chercher les fonds aussi, quelque part, puisqu'on voit que c'est saturé, pas de fonds en tout cas pour les collectivités. Où aller chercher les fonds ? Tout à fait. Juste, je voulais quand même, dans le domaine des bonnes nouvelles, dire que c'est 5,1% de croissance que nous avons. Donc, grâce justement aux efforts qu'ont fait les entreprises privées, les organisations actuelles qui sont acteurs en ce moment. Mais c'est vrai qu'il faut aller chercher des fonds, que ce soit le comité du tourisme a besoin de fonds supplémentaires pour justement déployer une politique, parce qu'ils ne peuvent pas faire la promotion telle qu'on l'attendrait, ils ne peuvent pas le faire. C'est pas possible avec les budgets qu'on a actuellement. Les entrepreneurs ne peuvent pas, eux, porter les équipements publics. C'est déjà difficile pour l'entreprise. Donc faire des accès routiers, faire des aménagements de sites, aménagements de berges, etc., ça a un coût. Mais il existe des dispositifs, des leviers financiers qu'il faudrait pouvoir mobiliser. Mais est-ce qu'on va les chercher, ces leviers ? Alors, on essaye d'aller les chercher, mais là encore, c'est pareil. Les dispositifs actuels vous demandent, on va vous financer un équipement, mais il y a certaines règles à respecter. Et donc là-dessus, vous passez tout de suite dans un surcoût pour le respect de ces règles-là. Franz Fabien, une vraie politique. On a entendu le président Madeleine qui nous disait oui, on a le sentiment que c'est une priorité. Vous, votre avis, votre constat ? Je veux bien croire M. Madeleine. Donc apparemment, il y a un schéma qui sort dans pas longtemps. Une révision. Je note quand même que nous sur notre site, on commercialise un produit sur la Comté. Alors sur la Comté, on sait qu'il est traversé par un pont qui a été refait récemment. Et ce prestataire-là, il aurait aimé pouvoir arriver jusqu'à Cacao. Et c'est pas possible parce qu'on a refait un pont qui est droit. Et il y a des exemples comme ça où... Il y a un manque de cohérence quelque part ? De cohérence ou de vision. C'est dommage puisque de Roura, on peut remonter la rivière et arriver jusqu'à le Cacao. Et on sera limité par rapport à ce pont qui est trop bas et donc on sera obligé de continuer avec des coquelus. Alors qu'ailleurs, par exemple, dans le reportage qu'on a vu, on a des barges, on a des produits qui sont un peu plus de meilleure qualité qu'une simple coquelue. Alors on a le sentiment, quelque part, que ce secteur du tourisme repose sur l'acharnement des opérateurs, vous me parliez, sur la bonne volonté de tous ces opérateurs qui portent et pas réellement sur les collectivités. Juste à titre comparatif, entre 2007 et 2013, vous me direz que vous n'étiez pas en mandat, Monsieur Madeleine, la Guyane a consacré 14 millions d'euros au tourisme, là où la Guadeloupe investissait 100 millions, 2 poids, 2 mesures. De toute manière, on n'a pas les mêmes moyens que les Antilles. Alors peut-être qu'ils vont les chercher, ces moyens ? Non, pas forcément. Ils lèvent des fonds. Ils lèvent des fonds par rapport à ceux qu'ils ont déjà. Mais lorsque moi, j'ai un budget de 1 900 000 grâce à la collectivité, puisqu'on est un satellite de la collectivité, la Martinique et la Guadeloupe a 10 ou 12 fois 12 millions mon budget. Cette année, Martinique oui. Mais et les programmes européens dans tout ça, est-ce qu'on peut aller les récupérer ? On peut aller les récupérer, on va dessus. Ils sont fléchés à la CTG, ces programmes européens, pour le tourisme ? Ah si, ils sont fléchés, oui. Ils sont fichés sur... Linda Donatien ? Oui, je ne suis pas trop d'accord. Non, en fait, on a effectivement des programmes sur lesquels les entreprises de tourisme peuvent émarger, mais contrairement à d'autres PO... C'est au fil de l'eau. Voilà, c'est au fil de l'eau, mais même au niveau des programmes, au niveau des axes, ce qu'on appelle les OS, les orientations stratégiques, le tourisme n'est pas fléché. Et là, j'espère justement qu'avec les résultats, et les bons résultats, parce que le président l'a dit, on est à 5,1% de croissance, j'espère que vraiment sur le prochain PO et sur les autres programmes en dehors du PO, d'autres programmes qu'on a aussi sur le PO Caraïbes ou POA,
qu'on va flécher le tourisme, parce qu'effectivement, un entrepreneur de tourisme rentre actuellement en concurrence sur des investissements avec la culture, le sport, le loisir. Donc il est en concurrence. Oui, c'est de la concurrence directe. Et tous ces secteurs ont besoin. Fonds spécifique touriste. Non, et tous ces secteurs ont besoin, et on a quand même une collectivité qui doit aider l'ensemble des secteurs de l'économie guyanaise. Donc quelque part, par les fonds européens fléchés tourisme, ça serait une des possibilités, en tout cas, de sanctuariser, d'être sûr qu'on va avoir un investissement public qui va accompagner le privé. Alors, tout de même, 5 millions pourraient être réinjectés dans le tourisme grâce à la nouvelle révision des taux d'octroi de mer. Pour quelle utilisation, finalement, ces 5 millions? Est-ce qu'on a déjà réfléchi directement sur les structures, accompagnement des entreprises? Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez déjà une idée, monsieur Madeleine? Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que sur la réflexion qui est menée sur ces 5 millions grâce au CATEG, c'est un groupement donc, de professionnels, où siège également le club des hôteliers. Il y aura une réflexion qui sera menée dès le 11 février avec la collectivité territoriale et les sociopros donc du tourisme, ainsi que la CATEG, afin de réfléchir ensemble quels seraient les axes prioritaires touristiques pour la Guyane. Alors, en toute logique, les axes prioritaires, presque on aurait déjà dû les savoir, ces axes prioritaires. C'est-à-dire que la révision du schéma, c'est-à-dire que la révision du schéma sera proposée aux acteurs, sauf que la CATEG ou les sociopros peuvent dire, bon, nous, on souhaiterait avoir un axe qui soit différent de votre vision. Enfin, celle du schéma. Et dessus, il n'y a pas de difficulté, puisque ce ne sont pas des fonds qui sortent directement du comité du tourisme et venant de la collectivité. Alors, pour cette révision, quelles seront les priorités? Puisqu'on sait, dans le précédent, c'était les écologes, tout ce qui était hôtellerie avec près de 23 millions d'euros. On reste sur cette base? De manière, il nous faut des lodges dans l'intérieur de la Guyane. Aujourd'hui, la Guyane n'a pas à souffrir, je dirais, de l'hôtellerie sur tout le territoire. Aujourd'hui, ce que nous pouvons vous dire, c'est que dans l'intérieur de la Guyane, tel que Saül, Maripasoula, Apatou, Camopi, il faut des moyens pour pouvoir accueillir ces touristes. Et ça, nous allons donc travailler avec les sociopros, mais dessus, il n'y a pas de contraintes particulières. Très rapidement. Oui, très rapidement. Les freins, effectivement, on les connaît. Et il faut absolument que, justement, ce fonds, on aille vers des investissements qui vont faire levier, qui vont améliorer l'environnement économique des entreprises. Donc, c'est vrai que les lodges, c'est une chose, mais il y a quand même d'autres infrastructures importantes et très coûteuses. Nous étions sur les îles du Salut, par exemple. On sait que si on peut améliorer l'environnement, on aura toute une filière qui va décoller avec de l'emploi. Exactement. Donc c'est vrai que ce fonds, il serait souhaitable puisque les sociopros connaissent les freins qu'il faudrait lever, qui leur permettraient ensuite de pouvoir déployer le business. Les opportunités d'affaires, elles sont là. Le coût aussi peut-être. Oui, tout à fait. Les coûts qui sont assez élevés. C'est difficile pour un entrepreneur de se lancer dans ce domaine. Façon, alors les coûts, on parle des communes intérieures. Pour se rendre dans les communes intérieures, généralement, on prend l'avion ou alors on prend la pirogue. Généralement, c'est l'avion. L'avion, le billet est relativement élevé. Le coût du billet est relativement élevé. Pour moi, c'est un frein. Les coûts, alors lorsqu'on interroge les gens sur les touristes, sur les coûts également, toujours sur les coûts, ça reste élevé. Donc, il faudra trouver une solution. Enfin, je sais pas. C'est justement ça. Il faut qu'il y ait une politique publique qui permette de prendre des mesures pour alléger une partie des investissements des entreprises qu'elles sont obligées de faire, en fait, pour que le prix soit raisonnable pour le client. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'il y ait quand même suffisamment de fréquentation. Je vois à l'aéroport, par exemple, c'est clair que ce soit les routes, les liaisons aériennes, il faut qu'on ait quand même une certaine échelle en termes de fréquentation. Vous avez donné l'exemple du Brésil. Le Brésil, c'est quand même, en tout cas pour la zone dont on parle, mais le Brésil, ce n'est que 6 millions de touristes extérieurs, mais 60 millions de touristes internes. On en parlera. On y reviendra, Linda Donatien. Alors, on l'a vu, une augmentation du nombre de touristes depuis 2015, ça, il faut le souligner. Le tourisme d'agrément représente à peu près 20 000 personnes. Vous souhaitez augmenter ce tourisme d'agrément. Alors, on va parler d'avenir. Quelle stratégie pour les 10 prochaines années
par rapport à ce tourisme d'agrément, on va dire? Je dirais c'est de poursuivre cette promotion depuis l'extérieur, depuis l'Hexagone. Communication interne, extérieure, image de la Guyane. De la manière que, il faut savoir que le comité du tourisme aujourd'hui a cette compétence. C'est sa mission de faire la promotion depuis l'extérieur. Parce que je vous rappelle que depuis 2017, la compétence revient aux EPCI, les intercommunalités. Surtout l'aménagement du territoire, la promotion également, même si bon, on peut les accompagner. Mais nous, notre mission, c'est de faire la promotion du territoire depuis l'extérieur. Et toujours accompagner les professionnels, valoriser leur travail. Et j'en veux pour preuve le fameux salon que nous organisons une fois par an avec la collectivité territoriale de la Guyane. Qui porte ses fruits. C'est plus de 9000 visiteurs, le dernier salon. Et là, on le prépare d'ores et déjà pour les 17, 18 et 19 avril. Alors, Franz Fabien, est-ce que vous avez le sentiment que ce salon porte ses fruits ? Est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a plus de Guyanais ? Est-ce que les Guyanais ont vraiment envie de visiter leur territoire? Parce que ce sont quand même les premiers ambassadeurs. Linda Donation, vous le disiez, au Brésil... 60 millions de touristes brésiliens, 6 millions de touristes extérieurs. Le Brésil vit du tourisme interne. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, les gens, ils ont envie de visiter le pays. Ils sont souvent freinés par les coûts. Ça revient tout le temps. Les coûts pour faire une sortie, quelque chose comme ça revient tout le temps. Ce qu'il faudrait peut-être également faire, c'est imprégner depuis le plus jeune âge, Parce qu'il faut aimer son territoire, il faut se l'approprier. À l'école, dès l'école, commencer à inciter les jeunes à peut-être partir faire des excursions en forêt, même si c'est dans lisière de forêt, mais imprégner les gens de leur environnement, en fait. Ce qui pourrait peut-être les inciter plus tard à découvrir plus. Mais aujourd'hui, on vit tous en ville, on a peut-être peur d'aller un peu plus loin, et c'est peut-être également ce qui peut freiner... Peut-être faire des prix résidents, comme ça se fait à l'extérieur. Ça existe déjà. Et les derniers chiffres que l'étude de fréquentation du comité du tourisme nous a présentés étaient quand même assez positifs. On avait quand même des résidents de Guyane qui faisaient quand même 19 excursions par an, qui dépensent à peu près 50 € sur de la restauration. 20% de la consommation du... Oui, alors on a quand même 3 sorties par an, 3 séjours, on va dire, où ils font 2-3 jours en externe. Ils dépensent 150 € d'hébergement. Donc le Guyanais commence vraiment à consommer son propre territoire. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Mais c'est vrai que si on peut alléger certaines dépenses, certains investissements, ça permettra de baisser le prix pour que le Guyanais fréquente beaucoup plus et donc développer le tourisme interne. Quand vous dites le Guyanais, c'est le Guyanais de l'agglomération, c'est le Guyanais de l'intérieur. Quand on habite Maripasoula, est-ce qu'on peut se dire facilement on peut faire du tourisme, revenir sur Cayenne, aller visiter le centre spatial guyanais? Est-ce que ce sont des choses qui sont concrète. Mais ça se fait déjà. Vous avez par exemple sur la fameuse enquête de fréquentation du comité du tourisme, on s'est rendu compte que l'une des zones les plus fréquentées touristiquement en termes de déplacement des résidents de Guyane venait vers l'île de Cayenne, allait vers Roura, ça on s'en doutait par rapport à Cacao. On pensait Saint-Laurent en deuxième position, mais non, pas du tout. On a Kourou et j'ai oublié Sinamari. Donc on a quand même de vrais déplacements qui se font. Mais là encore, on peut vraiment booster ça. Puisque si on arrive à baisser les coûts, les tarifs, forcément, le Guyanais va beaucoup plus consommer. On en revient au tourisme. Alors, au tarif, le tourisme de demain en Guyane, il est bleu, un tourisme nautique. Oui. Alors, on a vu, Sinamari est vraiment sur cette direction. Oui, mais vous, qui êtes du pays des savanes. Oui, avec le fameux projet Odyssea, ça il n'y a pas de difficulté. Mais ce que je souhaite garder en mémoire, c'est que la Guyane qui est un territoire français dans l'Amazonie, on a cette chance d'avoir, je dirais, tous les atouts que j'ai pu énumérer tout à l'heure. Et pour moi, il faut que l'on continue à travailler, à valoriser notre territoire. Et je pense qu'il faut, on doit tous être acteurs de notre territoire pour que demain, nous puissions être des ambassadeurs. Le tourisme bleu, c'est-à-dire crique, plage, vous y croyez, vous J'espère que ça se développera. On parle d'aménagement des plages depuis des années. Ça serait bien qu'on ait des plages aménagées. Et le tourisme également, c'est aussi de l'attractivité, je pense, c'est-à-dire l'attractivité des centres-villes.
C'est-à-dire avoir des centres-villes qui sont dynamiques, qui bougent, où il y a de l'animation. Aujourd'hui, tout ça, c'est un petit peu mort. Mais c'est vrai qu'il faut que le tourisme se développe autour de la forêt, autour des points d'eau, etc. Le dernier mot? Oui, tourisme bleu et vert, je dirais effectivement, mais le bleu est une très bonne façon de pouvoir entrer sur le territoire, visiter les criques en paddle, en baignade. Avec de plus en plus de croisiéristes aussi? Alors les croisiéristes, bien évidemment, c'est vraiment une des filières niches. Entre 14 et 17 000 par an, c'est énorme. 12% quand même de la fréquentation touristique actuellement en Guyane, sans aucun effort particulier. Donc vraiment, nous sommes sur une vraie mine d'or. Et je crois que là, c'est parti. Les choses sont en très bonne voie pour qu'on puisse exploiter tout ça. Et nous serons une nouvelle destination sur la trajectoire des bateaux de croisière qui ne demandent que ça, de nouvelles destinations. Et nous sommes une destination bleue et verte. Et le bleu est la porte d'entrée, bien évidemment. Alors très rapidement, Alex Madeleine, vous avez une réunion cet après-midi en préfecture, notamment pour les liaisons aériennes. On a beaucoup parlé de nos voisins. Il y a eu des tentatives pour faire des pactes, Brésil, Guyana. Est-ce qu'on est dans de bons rails? Je dirais qu'on est sur de bons rails. On a eu une réunion ce matin avec les autorités, aviation civile, chambre de commerce, police. Pour des liaisons vers le Guyana. Le Guyana, donc Guyana. Et cet après-midi, on était avec monsieur le préfet. Il est favorable sur ce dossier, donc nous croisons les doigts. Merci en tout cas, madame, messieurs, merci pour tous ces échanges. On l'aura compris, le tourisme, un enjeu majeur pour l'économie guyanaise. Charge à nous, à vous, de le développer. Bonne soirée à vous et on se dit à bientôt. Merci. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.